Bien, bonjour à tous. Alors moi on me donne toujours le pinceau, hein, le sujet qui enquiquine tout le monde, la réglementation. C'est vrai que c'est assez rébarbatif. Alors je vais essayer de le rendre un petit peu vivant et puis vous allez voir que la réglementation... Moi je m'occupe essentiellement des personnes atteintes de maladies chroniques, hein, l'activité physique chez les personnes atteintes de maladies chroniques. Je vais vous présenter cette réglementation-là et cette loi. Et vous allez voir néanmoins que cette loi est assez restrictive finalement, que son champ d'action est assez limité, mais il y a des textes de loi en dehors, dans d'autres codes ou d'autres systèmes, et d'autre part, il y a des choses qui ne sont pas des textes de loi, mais des bonnes pratiques professionnelles que tout le monde connaît, et qui entretiennent des liens parfois ambigus avec la loi, hein, on va voir. Hein. Donc mon nom est là-haut, je travaille à Jeunesse et Sport. Alors cette loi, je ne voudrais pas faire l'affront à certains que beaucoup connaissent, hein, la répéter à chaque fois, peut-être pas, vous allez la lire, vous irez plus vite que moi. Elle a été introduite donc, par la loi de santé de 2016. Et ce petit texte très court est limpide. Tout le monde, de l'avis de tout le monde, c'est facile à lire, ça comprend à peu près tout. Bon, il y a bien une ou deux choses qu'on aurait pu écrire différemment. Je ne sais pas si je dois m'approcher beaucoup du coup. Mais globalement, tout se tient très bien. Et vous remarquerez un petit alinéa. Les activités physiques adaptées sont dispensées dans des conditions prévues par décret. Alors, ces textes ont été déjà annoncés par Noémie tout à l'heure. Ce décret, c'est celui-là. Il introduit ce qu'est l'activité physique adaptée, ce qu'elle comporte, et notamment du sport, mais pas que, hein, toutes les activités du quotidien. Et d'emblée, je vous introduis cette notion, la notion de réduction des facteurs de risque et des limitations fonctionnelles liées à l'affection de longue durée. Alors, pour ceux d'entre vous qui sont médecins ou soignants, les facteurs de risque cardiovasculaires, on voit à peu près ce que c'est. Mais un facteur de risque lié à une maladie, pour moi, c'est beaucoup plus nébuleux. Et vous voyez cet abord très limitation fonctionnelle. C'est un texte qui a été beaucoup construit, notamment par le monde des médecins du sport. Et donc, on a une connotation qui s'en ressent, qui est une connotation très médecine physique. Je vous rappelle qu'on parle d'activité physique chez les personnes atteintes de maladies et que donc, on pourrait s'attendre à ce que le texte ait aussi l'ambition d'améliorer la maladie et pas seulement les capacités fonctionnelles des personnes. Ce texte parle de prise en charge personnalisée et progressive. Julien vient d'en parler un peu des différentes possibilités d'intervention. Nous, ça correspond à une modalité, ça y est, mon truc me lâche, non, il est encore là. Ça correspond à une de nos modalités d'intervention, je vais en parler tout à l'heure. Et surtout, ce texte a été pris essentiellement pour mettre fin à une guéguerre qui commençait entre kinésithérapeutes et enseignants d'activité physique adaptée. Et c'est ce qui explique que ce texte, finalement, aborde assez peu de choses en termes d'activité physique. Il a été complété par une instruction, celle-ci, qui nous donnait des instructions à nous, services de l'État, je passe, et qui se voulait être un guide de prescription. C'était le 3 mars 2017. En 2018, la Haute Autorité de Santé publiait, il a été annoncé avant moi, un autre guide de prescription. Donc ça fait en 1 an et demi 2 guides de prescription d'activité physique qui abordent le sujet, croyez-moi, pas du tout de la même façon. Donc ce qui rend les choses quand même très complexes, je trouve, pour les soignants, pour apprendre, les soignants ne s'approprient pas le sujet. Mais bon. Et cette instruction reprenait peu ou prou le même vocable que le décret en parlant de sévérité de la maladie et de capacité fonctionnelle. Mais où est vraiment la maladie, être actif contre la maladie là-dedans, on ne le voit pas très bien. Par rapport au décret qui ne définissait que le niveau de limitation sévère qui vous avait été introduit précédemment, l'instruction en ajoutait 3 autres, aucune limitation minime modérée, avec une batterie de tests à passer, et c'est le médecin qui était censé faire le choix de classer le patient dans un niveau de limitation fonctionnelle, comme l'a introduit Julien juste avant, pour pouvoir l'envoyer à tel ou tel intervenant, sachant que le but du décret, c'était principalement que le médecin détermine qui du kinésithérapeute ou de l'enseignant en APA va prendre en charge le patient en cas de limitation sévère. Hein, c'était un peu une forme d'instrumentalisation du médecin par le politique pour dire moi j'ai un souci, je donne au médecin non seulement la liberté mais le devoir de choisir entre 2 intervenants en activité physique. Le but de tout ça, c'était quoi? C'était d'arriver à une prescription d'activité physique. Voici le seul modèle qui est une annexe de l'instruction que nous ayons. Pendant combien de temps?
quelle activité physique je préconise et quelles sont mes recommandations, c'est-à-dire par exemple quelles précautions on doit prendre, et quel est le type d'intervenant. Vous aurez bien compris, vous n'avez pas un pointeur qui fonctionne, non. Le type d'intervenant c'était vraiment la seule chose qui importait. Finalement, l'instruction n'arrive à répondre qu'à ça. Alors, je vais reprendre un certain nombre de données. Alors, voilà la rédaction initiale du décret, de la loi, pardon. Et vous constaterez qu'à la place d'affection de longue durée, c'était le terme maladie, c'était pas que les ALD, qu'il était prévu que les organismes effectuant l'activité physique, merci. C'est lequel? C'est studio ou du milieu? Studio. Studio. Ouais. Merci. Il était prévu que les organismes délivrant ces prestations soient labellisés, et enfin il était prévu une formation des médecins et des professionnels paramédicaux. Alors en ce qui concerne, donc je vais reprendre ces points et où on en est aujourd'hui, parce qu'où on en est aujourd'hui, pour l'instant, c'est le texte de loi, le décret d'instruction, point barre, hein, pour les textes spécifiques. Alors nous avons eu, ça a été introduit aussi avant moi par Noémie, un paquet de recommandations qui sont tombées dans les 3 derniers mois, sous 3 formes essentiellement. Un rapport de l'INSERM qui est la poursuite de son travail de 2008, qui était déjà une énorme compilation, qui a fait véritablement prendre conscience de l'efficacité de l'activité physique en tant que traitement des maladies. Là, à nouveau, 10 ans plus tard, 1800 documents étudiés, etc. Un truc énorme, hein, très scientifique, très rigoureux. Et une recommandation professionnelle, un guide de promotion, consultation, prescription de l'activité physique par la Haute Autorité de Santé. Et les deux disent, alors d'abord on se met un peu de baume au cœur, hein, l'INSERM en introduction, il ne s'agit pas de se poser la question s'il faut ou pas prescrire l'activité physique. Il n'y a plus aucun doute là-dessus pour les personnes atteintes de maladies chroniques. Et vous voyez, les deux parlent maladie chronique, et la HAS dit même qu'il soit ou non atteint d'une affection de longue durée. Or, dans la loi, il n'y a que les affections de longue durée, mais retenez que le principe est exactement le même pour les autres maladies. Et la seule raison qu'on peut supposer pour que ce soit le terme ALD qui figure dans la loi, c'est que probablement Valérie Fournéron, auteur de l'amendement, ait voulu mettre un pied dans la porte du remboursement par l'assurance maladie, ce qui n'a jamais été obtenu. Alors le médecin traitant, alors il y a beaucoup de médecins qui se plaignent de ne pas pouvoir prescrire. Par exemple, la semaine dernière, j'ai eu un coup de fil d'un établissement qui fait de la cancéro, les médecins prescrivent de l'activité physique. Ça pose un problème. Alors dans la loi, c'est le médecin traitant. La Haute Autorité est un petit peu ambiguë sur le sujet, vu qu'elle dit que ça s'adresse à l'ensemble des médecins, toutes ces préconisations. En même temps, elle parle de jugement clinique, et on a peine à imaginer que le médecin traitant, qu'il puisse s'agir de quelqu'un d'autre que le médecin traitant. Pourquoi? Parce que autant il est facile de donner une surcouche de formation à un peu n'importe qui, n'importe quel médecin, en termes de prescription d'activité physique, mais on l'a vu aussi avant, de compétences éducatives et en entretien motivationnel, autant la connaissance du patient, et vous allez voir après les compétences qui sont requises, sauf à réinventer la formation d'un médecin généraliste, je ne vois pas comment il pourrait être autrement que ce soit le médecin généraliste. Pourquoi? Ne lisez évidemment pas la liste des contre-indications établies par la Haute Autorité de Santé. Vous y trouverez beaucoup de cardiologie, de la diabéto, un endocrino, du respiratoire, de l'inflammatoire, de l'infectieux. Donc vous comprendrez bien qu'il faut avoir plusieurs disciplines à son arc pour être capable de trouver une contre-indication, sachant qu'elles sont exceptionnelles. Le médecin traitant, enfin le médecin qui prescrit, il doit savoir rechercher des symptômes d'instabilité de maladies déjà connues chez le patient, de toutes les maladies déjà connues chez le patient. Donc on voit mal un oncologue prescrire de l'activité physique, tout au moins si on suit les préceptes de la Haute Autorité. Il doit s'attacher à repérer des maladies non connues, notamment celles qui augmentent le risque cardiovasculaire. Je vous épargne la liste, hein, mais elle est tout aussi protéiforme que celle des contre-indications. L'abord par maladie. L'abord par maladie, je vous l'ai dit tout à l'heure, décret, instruction, c'est sévérité, capacité, mais on ne voit pas vraiment la maladie. Pour la Haute Autorité ou l'INSERM, c'est très clair, hein. Les deux guides sont établis par maladie. La Haute Autorité va même jusqu'à compléter son guide principal par 6 fascicules à ce jour, qui sont par maladie, comme vous pouvez le constater. En ce qui concerne les capacités physiques et le risque médical,
là, on a maintenant, alors, dans la loi, il ne peut pas tout y avoir, hein, heureusement d'ailleurs, parce que vous imaginez, si toutes nos pratiques professionnelles devaient être légalisées, ce serait l'enfer. On n'aurait plus aucune marge de manœuvre. Les capacités physiques, risque médical, tout ça est très bien analysé dans ces deux documents. Les capacités physiques sont aussi pas mal présentées par sport dans le document du CNOSF, Comité national olympique et sportif français, qui s'appelle le Médico-Sport Santé, que vous pouvez aller consulter, ça vous intéresse, pas un sacré pavé, mais enfin il existe sous forme numérique, avec 2 entrées différentes. Dans ce décret conditions de dispense, sur lequel je reviens, maintenant je vais commenter certains mots que j'ai mis en bleu ici, pour que vous saisissiez bien que, probablement à mon sens, il n'y aura pas autre chose que ce décret. On va décliner les notions qui sont présentes dedans, en les piochant en dehors ou en les commentant en dehors. D'abord, les limitations fonctionnelles, les aptitudes, le choix de l'intervenant que Julien a rapidement présenté auparavant. Bon, évidemment, vous n'irez pas, mais l'instruction, pas le décret. Le décret ne présente que les limitations sévères. L'instruction, je vous rappelle qu'une instruction ministérielle, c'est équivalent à des bonnes pratiques professionnelles. Ce n'est pas de la loi ni de la réglementation. Donc l'instruction, elle définit les 3 niveaux inférieurs de limitation. Il y a 3 grands domaines, locomoteur, cérébral, sensoriel et douleur. Au total, il y a 13 items, avec d'ailleurs des curiosités, sachant que la loi dit que c'est le médecin traitant qui doit déterminer. Et vous voyez que par exemple, en ce qui concerne les fonctions locomotrices, la marche, on demande à ce que le médecin traitant obtienne le résultat d'un test de marche de 6 minutes, comme si eux-mêmes faisaient passer un test de marche de 6 minutes. Si vous connaissez un qui fait ça, vous me le dites, j'en ai pas encore rencontré. Les capacités physiques, parce que là encore, ce qui a été présenté aussi un petit peu avant. Ensuite, c'est le médecin traitant qui, alors là, il y a la liste des différents types d'intervenants sportifs dont Julien a parlé, la liste des limitations, et puis vous voyez que si le patient est en limitation sévère, le médecin est censé l'envoyer à un masseur kinésithérapeute ou un psychomotricien. Je vous passe le reste. On attendait 2 arrêtés pour ces 2 catégories qui nous disent bien quelles sont les personnes que l'on peut prendre. Il est actuellement paru pour celui-là, les titulaires d'une certification fédérale. Nous attendons toujours celui pour les titres à finalité professionnelle et certificat de qualification professionnelle. Mais à ce jour, masseur kinésithérapeute, ergothérapeute et psychomotricien pour les professionnels de santé, enseignant d'activité physique adaptée, c'est-à-dire diplôme STAPS, et éducateur sportif, diplôme jeunesse et sport, ainsi que désormais certification fédérale, peuvent intervenir. Nous, dans la région, nous avons essayé de développer, parce que les médecins ont dit, moi je ne suis pas capable d'évaluer des limitations fonctionnelles, je ne suis pas formé, je n'ai pas le matériel, je n'ai pas le temps, etc. Nous avons essayé de développer une approche collaborative de l'évaluation, très pratique, entre médecins et éducateurs sportifs ou enseignants en APA. Ça tombe bien, vu que l'annexe dit que c'est une des compétences, le décret dit que c'est une des compétences qu'on doit exiger. Alors ici, curieusement, seulement des certifications fédérales, mais l'instruction après dit que c'est pour tout le monde. Vous voyez comme c'est compliqué, tous ces textes à interpréter. Moi, je les ai lus 10 fois, et puis des fois, je redécouvre des choses. Vous voyez, l'instruction, elle le dit pour tout le monde, et puis c'est la même chose. L'intervenant sportif doit savoir réaliser une évaluation initiale. Et dans la région, nous sommes allés jusqu'à développer, avec les mêmes codes couleurs et un langage sportif ici, au lieu de limitation, on parle de capacité, et c'est l'intervenant sportif qui classe la personne en fonction de ses capacités, ceci ayant pour but d'assister le médecin dans son choix, dans sa détermination du niveau de limitation et son choix de l'intervenant sportif. L'approche collaborative, toujours, alors en ce qui concerne ce qu'a abordé Noémie, le Marshall, donc la HAS dit que le médecin le fait, mais en fait, en pratique, dans nos modèles, c'est plutôt un intervenant sportif qui va le faire. La haute autorité dit bien aussi que la motivation, tout le monde doit y participer, à augmenter la motivation du patient. Et elle dit bien, la haute autorité, que dans le cadre d'un parcours de santé pluriprofessionnel, cette évaluation de la condition physique peut bien être réalisée, soit par un autre professionnel de santé, soit par un professionnel de l'activité physique. Donc on peut estimer maintenant que grâce aux bonnes pratiques, parce que ce n'est pas ni la loi ni la réglementation qui ont dit ça, nos modèles sont confortés dans leur existence, où ça fait des années qu'on a développé ça. En ce qui concerne la motivation,
qui était quelque chose que les médecins ne connaissent pas bien, d'autres mieux sans doute que nous. Il y a des choses dans le document de la Haute Autorité de l'INSERM. Alors, la Haute Autorité, bon, elle parle de la méthode transthéorique de changement de comportement, celle de Prochaska, elle donne quelques freins et leviers, elle parle de la façon dont il faut assigner ou pas des objectifs aux patients, comment le type d'activité peut augmenter le niveau de motivation. L'INSERM, quant à elle, liste une dizaine de techniques de motivation et les facteurs de succès. Après, c'est un peu à chacun. Moi, je me suis fait ma religion et je me suis fait un petit document quand je fais la formation des médecins généralistes de comment concrètement on peut aborder lors de la consultation ce sujet essentiel de la motivation, hein, vraiment fondamental. Tant si on ne parle pas de ça, il n'est même pas utile de prescrire de l'activité physique. En ce qui concerne le fameux milieu ordinaire impossible que cite le décret et la prise en charge personnalisée et progressive, alors là, le milieu ordinaire, tout dépend de ce qu'on considère. Hein. Vous savez que le monde du sport s'est adapté. Avant, ils s'occupaient des sportifs purs et durs. Maintenant, ils prennent en charge des personnes qui sont plus dans la forme, le bien-être, la santé, etc. On peut désormais considérer que ce qu'on appelle le sport santé bien-être, à mon sens, et surtout après avoir lu compiler ce que disent l'INSERM et la HAS, le sport santé bien-être, c'est du milieu ordinaire. Donc vous voyez que du coup, ça restreint le décret sur ce que nous avons appelé l'activité physique adaptée, personnalisée, donc, et progressive, comme dit le décret, qui correspond peu ou prou actuellement essentiellement à ce que nous avions appelé avant des programmes de réentraînement à l'effort, et une activité physique assez exigeante, tout au moins il faut un parcours de santé installé, il faut sans doute qu'il y ait une prescription médicale, même si la loi dit que le médecin peut prescrire, dans ce cas-là, certainement c'est utile. Il faut que les intervenants sportifs et les soignants se parlent, et enfin, il faut avoir évidemment une offre sportive qui soit prête à ne pas mettre tout le monde dans le même groupe de façon indifférenciée, mais à s'attacher pour chaque personne à déterminer ce qui est le meilleur pour eux. En ce qui concerne les formations des intervenants certification fédérale, vous voyez typiquement la réglementation, donc moi on me demande d'en parler, j'en parle, hein, je sais que c'est très rébarbatif. Vous avez un arrêté qui est paru le 8 novembre 2018 et qui a donc fixé les certifications que nous pouvions prendre en considération. Dans ce décret aurait pu figurer d'autres choses. La labellisation, j'en parle plus vu que la loi elle-même l'a écartée, elle n'a pas été votée. Mais le décret aurait pu aborder une forme de recensement local et de l'offre adaptée. Il aurait pu aborder la notion de validité de la prescription et surtout de lien avec le fameux certificat d'absence de contre-indication à la pratique. Il aurait pu aborder la formation des professionnels. Il aurait pu aborder certaines conditions de sécurité. Au tout début, il y a des années, quand on a commencé, et Odile pourra en parler, à emmener marcher des malades cardiaques, tout le monde s'est demandé, est-ce vraiment raisonnable de partir dans la nature, etc. Et du coup, leur éducatrice sportive, elle emmenait un défibrillateur semi-automatique dans son dos. Donc on s'est demandé s'il ne fallait pas, ou rester dans un site accessible au SAMU, etc. Voilà, ça pouvait être des questions. La loi ne fixe pour les patients, cette nouvelle population, aucune nouvelle condition qui soit différente de ce qui existe déjà actuellement dans le Code du sport pour les sportifs ordinaires. Il aurait pu aborder une notion de financement également. Alors, le recensement, Odile va en parler, je passe rapidement, avec ce beau site qui a été créé. La question essentielle déjà, le secret médical, qui est une chose essentielle, sur lequel je passe très vite, donc on a de vraies questions autour de ça. Sachez que les textes ont évolué, il faut aller les chercher ailleurs, dans le Code de la santé publique, dans le code pénal, dans le code civil, dans la jurisprudence. Donc vous voyez, il n'y a pas que la réglementation relative à l'activité physique adaptée. Je passe, hein, c'est un sujet complexe, hein, croyez-moi. Hein. En ce qui concerne l'interprofessionnalité, je vais passer aussi, décidément. Alors ce fameux certificat d'absence de contre-indication, il est obligatoire pour la prise de licence sportive, il n'est pas du tout obligatoire de façon courante. Le ministère nous avait sorti une usine à gaz en fonction de si vous aviez une prescription ou pas une prescription, dans quelle fédération sportive vous émargiez, si vous étiez dans un club ou une association affiliée ou pas. Il y avait des conditions différentes. Tantôt il fallait cumuler
certificat d'absence de contre-indication et prescription, ce qui me paraît une idiotie, vu que j'ai coutume de dire que quand un patient va chez son pharmacien avec une prescription d'un médicament, le pharmacien n'exige pas de lui en même temps un certificat d'absence de contre-indication à la prise du médicament. En ce qui concerne la formation, nous avons maintenant des documents complets, Haute Autorité INSERM, qui permettent de bien cerner les choses. Les conditions de sécurité, bah, vous voyez, il faut aller chercher. C'est un petit décret là, sorti subrepticement le 19 décembre 2018. Je vais m'arrêter là parce que sinon Noémie va craquer. Qui est dans le Code de la construction et de l'habitation. Et pourquoi est-il sorti le 19 décembre 2018, à votre avis? Parce qu'il met à la charge des propriétaires des installations dans lesquelles il oblige à installer et à assurer la maintenance d'un défibrillateur semi-automatique. Donc il le met à leur charge financière, alors qu'à mon sens, il s'agit d'une politique de santé publique. Le financement, quand même, pour finir, ça intéresse tout le monde. La loi n'a rien prévu. Le décret non plus, ça a déçu énormément de monde. Il faut savoir que, par exemple, l'Agence régionale de santé qui lance des appels à projets annuels et qui finance des actions d'activité physique pour la santé, elle a un appel à projet actuellement en cours qui clôt au 26 mars. Il y a aussi des contrats locaux de santé qui sont la façon dont elle décline sa politique avec les collectivités territoriales et qui peuvent contenir des choses relatives au sport santé. L'Agence régionale de santé, quand elle lance cet appel à projet ou quand elle signe des contrats locaux de santé, elle applique un projet régional de santé qui vient d'être signé en septembre 2018 pour 10 ans, 2018-2028. C'est un acte qui a une portée juridique, c'est un acte administratif qui a une portée juridique. Donc là aussi, vous voyez, la réglementation ou la nébuleuse péri-réglementation va souvent bien au-delà du simple cercle auquel on croit qu'elle est restreinte. Je vous remercie. Merci.